Attends, est-ce que... Bonjour à toutes et tous. Est-ce que l'on m'entend bien? Oui? Super. Je m'appelle Manon Le Caplin, je suis directrice des musées de Poitiers et je suis sur scène avec Camille Philippon, membre du collectif Femmes Artistes en Réseau. On représente donc le musée Sainte-Croix et le collectif Femmes Artistes en Réseau. On est vraiment ravis de vous accueillir pour cette deuxième journée des rencontres Regard sur la musée au cœur d'une collection. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux pour un samedi matin aux aurores, même si le soleil commence à être avec nous. On a eu hier une première journée d'échange avec 3 panels extrêmement riches autour de la peinture, des arts appliqués et de la sculpture. On remercie encore très sincèrement les intervenantes et intervenants pour leurs interventions passionnantes d'hier. J'en profite également pour vous remercier, puisque je vois des personnes qui étaient déjà là hier, et pour remercier évidemment les équipes du musée Sainte-Croix, sans qui l'organisation d'un tel événement, qui demande énormément de travail, ne serait pas possible. Et en particulier, aujourd'hui, je remercie nos hôtes Quentin Leclou et Nicolas Leclou, qui font partie de l'équipe d'accueil et de surveillance. Je remercie également Sarah Lacroix, Céline Martel, Stéphanie Cousset, Hélène Duplat et Christine Schertz pour tout le volet administratif, juridique, logistique, pas législatif, autour de ces rencontres. Ces rencontres, elles viennent mettre en lumière des trajectoires individuelles de certaines artistes, du fond, la musée. Mais qu'est-ce que la musée? La musée, c'est une collection de plus de 500 œuvres d'artistes femmes qui a été patiemment rassemblée par Madame Eugénie Dubreuil, ici présente, que l'on remercie encore sincèrement, et qui a été donnée, qui a fait l'objet d'un don au musée Sainte-Croix, au musée de Poitiers, en mars 2024. Cette collection est valorisée aujourd'hui dans une exposition qui a ouvert le 6 décembre 2024 et qui est visible jusqu'au 18 mai 2025, donc encore 2 mois à peu près. Et dans cette exposition, on a un propos, un discours qui est plutôt thématique ou sociologique, puisqu'on s'intéresse à comment on passe d'une collection privée, fruit d'un engagement militant, personnel, à une collection publique et tout ce que ça implique en termes d'enjeux liés au rôle social du musée. On a donc un parcours thématique en 3 temps, la collectionneuse, la collection qu'on analyse au prisme des études de genre et de la hiérarchie des genres, et enfin l'institutionnalisation de cette collection. Qu'est-ce que ça veut dire pour un musée d'acquérir des œuvres de femmes et en quoi on pense au musée Sainte-Croix que c'est un devoir. Finalement, cette exposition parle peu des artistes en elle-même. Il nous semblait donc fondamental de revenir sur certaines des artistes du fond, grâce soit à des professionnels de musée, soit à des universitaires, chercheurs, chercheuses, qui travaillent ou qui ont travaillé à la valorisation de certaines artistes. Donc ce colloques, ces rencontres, on préfère les appeler rencontres parce que c'est un peu plus convivial, sont organisées en partenariat avec l'association Femmes Artistes en Réseau, avec lesquelles on collabore depuis le début de cette exposition. Un partenariat qui est très fluide et très stimulant, en tout cas côté musée. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Camille Philippon. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc un partenariat qui est très fluide et très apprécié par nous aussi au phare. Donc Femmes Artistes en Réseau, une association qui en réalité s'est réunie dès 2022, mais véritablement comme association en 2023. Et donc autour de l'idée de faire rentrer le fonds des archives de l'Union des femmes peintres et sculpteurs que possède Catherine Gonard, enfin du moins ce qu'elle en a récolté, qui est quand même une grosse partie et qu'on voudrait faire institutionnaliser. Et donc autour de ce projet, finalement, on s'est réunis et on a monté donc un projet pour faire partie de l'INHA Lab, qui est en fait un programme d'accueil d'associations de chercheurs et chercheuses par l'Institut national d'histoire de l'art. Et à cette occasion, on a lancé un programme de rencontres, de discussions autour de diverses thématiques qui avaient donc comme objet justement cette question des réseaux, des femmes artistes, des archives, etc. Et des enjeux aussi donc, que ça engage, et donc qui répondent tout à fait à ce type de projet qu'ont monté en fait Manon et Camille et toute l'équipe du musée.
Et donc, on est très contente que ces rencontres se poursuivent sous cette forme, donc avec une institution muséale, et pour aussi tout ce que ça engage comme réflexion entre partenariat, recherche et musée. Et donc, on est particulièrement heureuse parce qu'en plus, donc, la collection de Madame Dubreuil et son don amène énormément de pistes donc, de réflexion. Et voilà, c'est pourquoi donc nous sommes aujourd'hui très contentes de pouvoir poursuivre cette seconde session de discussion et de pouvoir aussi discuter avec vous dans la salle à la suite de chacune des sessions qui seront aujourd'hui donc au nombre de 3. Tout d'abord autour de 2 médiums qu'on n'a pas encore abordés, la photographie et ensuite les illustratrices et les graveuses qui amèneront toutes ces 2 sessions des questionnements et des enjeux encore différents de ce qu'on a abordé hier. Et enfin, une discussion entre Madame Eugénie Dubreuil et Anouk Chambard, qui sera l'occasion aussi pour vous d'entendre la collectionneuse en discussion donc avec une des membres du phare. Et oui aussi, donc la journée se terminera par des sessions de visites au sein des collections, dont des visites courtes mais très intenses assurées par Camille et Manon, et également des visites assurées par l'équipe de médiation du musée autour des femmes artistes dans les collections, c'est ça ? Oui. L'histoire des femmes artistes dans les collections du musée de Poitiers, en dehors aussi de l'exposition La Musée. Voilà. Bah, c'est bon pour nous et donc nous allons lancer cette, donc, cette première session qui va commencer donc, modérée par Anouk Chambard, membre du phare, et qui aura comme objet, donc, derrière l'objectif, les femmes photographes. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors donc comme Camille et Manon viennent de très bien l'introduire, on va commencer cette deuxième journée par un panel qui traite donc de photographie et de la présence de la photographie dans la collection d'Eugénie Dubreuil. Alors j'ai fait mes petits calculs en préparation de cette session. Il y a à peu près 10% de photographie dans la collection d'Eugénie Dubreuil. Et si on est un peu plus précis, c'est autour de 11%, c'est-à-dire une soixantaine d'œuvres. Donc c'est un médium qui est pas présent en majorité dans la collection, mais qui a quand même une part qui est tout à fait intéressante de remarquer. Ces 11% qui sont composés de techniques assez variées qui en fait reflètent la diversité du médium photographique vraiment à part entière, puisque donc j'imagine que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un médium qui a énormément évolué au cours du temps, et donc ces différentes évolutions techniques se reflètent dans la collection avec évidemment plein de différents tirages argentiques, de la photographie numérique, mais pour ce qui est du tirage argentique, il y a des tirages au charbon, tirages sur papier albuminé, cibachrome, etc. Donc vraiment des techniques très, très variées. Certaines photographies sont d'ailleurs rehaussées de dessins, c'est-à-dire qu'elles sont intégrées dans un processus créatif qui intègre la photographie. Il y a des collages photographiques également, donc voilà, une diversité matérielle et technique est assez importante. La période aussi couverte plutôt par ces photographies de la collection est très large, puisqu'en fait, là encore, elle couvre l'intégralité de l'histoire de la photographie depuis le milieu du 19e siècle, quasiment au moment de l'invention de la photographie, avec donc la photographie la plus ancienne qui date de 1869, qui est donc une photographie de Julia Margaret Cameron, qui est datée donc de 1869, et qui va jusqu'à des photographies très récentes des années 2010. Au sein de cette collection, il y a aussi des noms qui sont, et ça je vais vous laisser en parler, vous en parlerez mieux que moi, mais il y a quand même un certain nombre de noms qui ont vraiment été retenus comme des noms importants par l'histoire de l'art, Dora Maar, Germaine Kroul, etc. Mais aussi des noms qui sont moins connus, et donc ça, ce sera, j'espère, le travail peut-être des futurs projets de recherche couvre la dotation de Madame Dubreuil dans les années à venir, que de développer un petit peu les recherches sur ces noms peut-être moins connus de la collection.
Donc, cette approche du médium photographique va nous être, sera abordée par les deux intervenantes que j'ai à mes côtés aujourd'hui, qu'on est très, très heureuse de recevoir. Donc, comme hier, les interventions se suivront, et ensuite il y aura un temps de débat et de questions qui sera ouvert à la suite. Et donc, j'accueille pour commencer Lila Rémy, qui est diplômée de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est une chercheuse en histoire de l'art dont les recherches portent sur les liens entre la photographie moderne et la colonisation dans la France de l'entre-deux-guerres. Elle participe depuis plusieurs années à l'organisation d'expositions de photographie et d'art contemporain à la fois, dans diverses institutions prestigieuses. Notamment, elle a collaboré à l'organisation de l'exposition Décadrage décolonial qui a eu lieu en 2022 au Centre Pompidou. Et également à l'exposition Je n'attends plus de l'artiste William Kentridge à l'UMA Arles en 2024. Elle travaille actuellement au pôle des expositions de la Fondation Carmignac. Et donc sa prise de parole aujourd'hui porte le titre que vous voyez au tableau, une étude de la modernité photographique d'entre-deux-guerres sous le prisme du genre, l'exemple de la collection d'Eugénie Dubreuil. Et ensuite, nous entendrons la présentation d'Anna Grimbach, qui est doctorante en histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris, sous la direction de Michel Poivert. Sa thèse porte sur l'émergence de ce qu'on a appelé la jeune photographie française entre la fin des années 60 et le début des années 80. Elle est membre de l'association de recherche sur l'image et la photographie qui s'appelle l'ARIP, et elle a également été commissaire d'expositions contemporaines, enfin récentes, l'une avec Michel Poivert en 2022 au pavillon populaire de Montpellier qui s'appelait Métamorphose, la photographie en France entre 1968 et 1989, et une plus récente, l'année dernière, L'œil objectif au musée Cantini à Marseille en 2024. Et ta présentation aujourd'hui traitera du thème, enfin son titre c'est Se réapproprier du canon, Erika Lénard et la photographie des féminités dans les années 1970. Voilà, donc on est très heureuse de vous recevoir aujourd'hui et je vais laisser la parole tout de suite à Lila. Bonjour, merci d'être ici, présent ce matin, un samedi, ça me fait très plaisir. Je vais commencer cette intervention par remercier chaleureusement le musée de Poitiers pour leur accueil depuis hier, qui a été merveilleux, et également le phare pour cette invitation qui me fait très plaisir pour faire place à la recherche, mais également à la jeune recherche, aux jeunes professionnels du monde de l'art contemporain et de la photographie. Donc sachez que c'est très apprécié. Alors, mon intervention aujourd'hui, elle va se consacrer à des tirages donc, qui ont été acquis par le musée de Poitiers, qui ont été légués par Eugénie Dubreuil et qui sont des photographies prises dans les années 1920-1930 par 5 photographes que je vais vous présenter, donc dans un laps de temps assez restreint, mais n'hésitez pas pendant les questions à revenir, on reviendra sur leur trajectoire individuelle. Donc, les années 20, les années 30, c'est un moment très particulier pour l'histoire de la photographie. C'est un moment où, en lendemain de la guerre, la photographie, elle devient le médium par excellence de la modernité. C'est une période où s'élabore véritablement un nouveau langage esthétique et formel qui s'appelle la nouvelle vision et qui découle d'un mouvement en Allemagne qui s'appelle la nouvelle objectivité. C'est un mouvement qui a été très documenté par les historiens et les historiennes de la discipline, notamment par le collectionneur Christian Boucret, qui a œuvré toute sa vie à vraiment faire reconnaître ce mouvement et lui a redonné son importance dans l'histoire du médium. Donc c'est un moment de bascule où la photographie va s'échapper en fait, de l'héritage pictural pour devenir un médium artistique à part entière, et de nombreuses femmes en fait, ont participé à forger cette nouvelle vision, et parmi elles 5 photographes qui ont été collectionnés par Eugénie Dubreuil et dont je vais parler aujourd'hui. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs profils. Il y a des photographes qui sont reconnus sur la scène photographique de l'époque et dont les travaux ont connu une très large visibilité. C'est le cas de Germaine Kroul notamment, ou de Laure Albin-Guillot, qui sont très reconnus par leurs contemporains et leurs homologues féminins ou masculins. On a des photographes aussi qui se sont plus illustrés par leur appartenance ou par, en tout cas, leur lien avec le mouvement surréaliste. C'est le cas de Denise Belon ou encore de Dora Maar.
Et enfin, des photographes qui, elles, sont plus tombées dans l'oubli. Et c'est le cas de Lucia Moholy, dont je vais vous parler. Alors, ce petit point, cette intervention, elle se situe dans la lignée des études d'une historienne de l'art qui s'appelle Abigail Solomon-Godeau et qui, elle, a longtemps analysé dans nombre de ses écrits l'intrication complexe entre le genre et la pratique photographique moderne. Et elle a notamment problématisé de façon très brillante la manière dont la différence sexuelle avait pu ou non influer la modernité photographique. Et je propose de reprendre ce fil rouge aujourd'hui pour analyser les photographies qui sont exposées dans la musée. Donc, derrière moi, une photographie que j'affectue tout particulièrement. Pourquoi je vous la montre ? C'est la présence des femmes en fait dans l'histoire de la photographie, elle n'est pas nouvelle dans les années 20-30. En fait, à vrai dire, c'est ce que tu as dit, Anouk, les femmes elles sont présentes dès l'invention du médium et elles ont participé à son développement. Je pense notamment à Juliette Margaret Cameron. Donc en fait, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, dans les années 1920-1930, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une spécificité de ces années d'entre-deux-guerres, puisque en fait, il y a un nombre très important de femmes qui arrivent sur la scène photographique, et notamment la scène photographique européenne. Pourquoi ? Cela s'explique en partie par l'émergence d'une figure sociologique dans l'entre-deux-guerres qui s'appelle la Neufrau, la New Woman, en français la nouvelle femme, qui est l'émergence d'une nouvelle féminité qui s'élabore au lendemain de la Première Guerre mondiale, où commence à émerger cette figure d'une femme qui est libérée, avec une relative autonomie financière, voyage, qui remet en question le canon dans lequel elle a été longtemps enfermée. Et cette photographie, elle a été prise par August Sander, qui est un photographe allemand qui, dans les années 1930, se lance dans un projet très conséquent de former une encyclopédie visuelle en fait, de tous les types qu'il rencontre dans la société allemande de son temps. Et il photographie cette secrétaire qui incarne parfaitement cette nouvelle féminité que l'on voit s'élaborer dans l'entre-deux-guerres, qui a son équivalent en France comme la figure de la garçonne, donc cette femme aux cheveux courts qui fume, qui est représentée de façon pas idéalisée, mais de façon justement très objective. Et cette nouvelle femme, en fait, pourquoi je vous en parle, c'est que toutes les photographes que l'on va étudier aujourd'hui, elles incarnent plus ou moins collectivement cette nouvelle féminité que l'on voit émerger à cette époque. Parce que ce sont pour la plupart des femmes célibataires, avec une relative autonomie financière, elles sont non mariées, la plupart n'ont pas d'enfants, elles ont une activité professionnelle, elles sont très reconnues dans le milieu artistique. Je précise néanmoins que si cette figure elle émerge dans les années 30, ce n'est pas sans un important, ce qu'on qualifierait aujourd'hui de backlash, c'est-à-dire que c'est aussi une figure qui est de façon contemporaine extrêmement critiquée, puisque cette femme indépendante, c'est une figure qui a été perçue également comme une menace à la stabilité sociale ou encore comme un obstacle à la reconstruction politique et économique de l'Allemagne ou de la France. Je préfère le préciser. Mais elle est tout de même extrêmement diffusée dans la presse de l'époque, comme étant aussi la figure de la nouvelle aventurière, et un grand nombre des photographes que l'on étudie aujourd'hui incarnent aussi ces nouvelles figures du photoreportage. Donc je vais commencer par Germaine Krull, qui est juste ici. Germaine Krull, elle est née à Poznan dans une famille plutôt fortunée. Donc c'est une ville qui est aujourd'hui polonaise, mais qui à l'époque était encore allemande. Et elle étudie la photographie à Munich avant d'arriver en France en 1926 à Paris qui devient très vite dans les années 30 cette nouvelle capitale photographique où se réunissent tous les tenants de cette nouvelle modernité photographique. Et Germaine Krull, elle a un rôle extrêmement important dans cette nouvelle modernité puisqu'en 1927, elle publie un ouvrage qui s'appelle Métal, qui est un ouvrage qui paraît chez Calavas et qui va vraiment favoriser l'arrivée de la nouvelle vision dans l'Hexagone et qui va avoir un impact vraiment majeur, qui va inspirer ses contemporains comme un manifeste esthétique de ce que l'on a qualifié la nouvelle vision. Donc la nouvelle vision, je vous en ai parlé, mais qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est une nouvelle façon de photographier qui va favoriser des perspectives obliques, des nouveaux points de vue, où en fait... dans l'ouvrage Métal, c'est vraiment des structures en fer qu'elle va photographier selon des points de vue qui sont à l'époque inédits. Je sais qu'on a l'habitude de voir plus ce genre d'images de nos jours, mais dans les années 30, ça c'est une révolution. Et quand elle publie cet ouvrage, d'ailleurs elle a été surnommée comme la Dame de Métal ou encore la Valkyrie de fer. Donc
cet ouvrage favorise l'implantation de la nouvelle vision, a une grande influence, et c'est très vite que Germaine Krool devient en fait une des chefs de file de la nouvelle vision en France. Elle expose dans de nombreux salons, en France, en Europe. Elle est très implantée dans les réseaux de photographie. Elle est publiée dans de nombreux magazines illustrés qui, à cette époque, connaissent un âge d'or. Dans les photographies que l'on peut voir dans l'exposition, ce sont des photographies qui ont été prises à Cambridge, à Londres, dans les années 40, entre les années 40 et 45, donc pendant la guerre. C'est intéressant parce qu'en fait, ces photographies, il faut avoir en tête que si elles sont rendues possibles, c'est par l'arrivée aussi de nouveaux appareils sur le marché photographique de l'époque, qui sont plus compacts et qui permettent justement, qui favorisent ces nouveaux cadrages tels qu'on l'on voit pris sur le vif. Et c'est à cette même époque que Germaine Krool devient une reporter de guerre qui va notamment œuvrer pour la France libre. Un autre exemple de femme qui est extrêmement reconnue à l'époque, c'est Laure Albin-Guillot. Laure Albin-Guillot, c'est vraiment un modèle de réussite de femme photographe. Et c'est intéressant parce qu'à la différence de Germaine Krool, qui, elle, incarne pleinement cette nouvelle modernité photographique, Laure Albin-Guillot, quant à elle, elle fait plus figure de passeuse entre une tradition photographique qui s'appelle le pictorialisme, qui est en fait qui est très apprécié à la fin du 19e et même au début du 20e siècle, qui se revendique en fait pleinement de la peinture avec une esthétique qui favorise le flou léger et vaporeux. Et en fait, je trouve que cette passation s'illustre parfaitement dans cette photographie-là, justement, où on va retrouver ces cadrages très modernes et en même temps cette technique qui est d'un tirage au charbon sur papier. On retrouve aussi des caractéristiques du mouvement pictorialiste. Donc en fait, Laure Albin-Guillot, c'est une personne qui a eu l'intelligence, si vous voulez, de faire le passage d'une photographie très empreinte de la pictorialité vers les nouveaux cadrages de la modernité. Laure Albin-Guillot, elle est connue car elle devient très vite portraitiste professionnelle. Elle vit de ses commandes de portraits, de photographies de mode et publicitaires, dont elle est vraiment pionnière. Et c'est un des noms, il faut vraiment avoir conscience que c'est un des noms les plus en vogue de l'époque. Et des célébrités viennent se faire photographier chez Albin-Guillot, notamment dans son studio du 7e arrondissement de Paris. Et en 1931, elle publie un ouvrage qui s'appelle Micrographie décorative, qui a la spécificité de conjuguer la science et l'art et qui rassemble 20 planches parmi des centaines de micrographies. Donc par micrographie, en fait, elle parle de photomicrographie, qui devient, et cet ouvrage, qui malgré son modeste tirage, devient un ouvrage phare de cette époque. Car outre sa qualité d'impression, c'est vraiment la grande puissance d'évocation de ces images et ces compositions abstraites qui vont séduire le public. Ici, par exemple, on a un exemple de cyanotype que vous pouvez également observer dans l'exposition. Si les femmes de la Nouvelle Vision étaient des praticiennes, donc comme on l'a vu avec le cas de Germaine Krool, encore de Laure Albin-Guillot, et c'est là le point de mon intervention aujourd'hui, elles ont été aussi les théoriciennes de ce mouvement et les théoriciennes oubliées. Et c'est notamment le cas avec Lucia Moholy. Lucia Moholy, qui est-elle ? C'est une des seules artistes affiliées au Bauhaus qui a reçu une formation professionnelle de photographe à l'époque et qui a abondamment photographié les activités de l'école. Ces connaissances, elles sont largement exploitées dans les publications de l'Institut sans qu'elle y soit officiellement embauchée. Et à cette époque, elle est l'épouse du théoricien Laszlo Molinaj, qu'elle y va initier à la photographie et dont elle va également documenter énormément les activités. Donc là, par exemple, c'est une scène qui a été mise en décor, enfin qui a été montée par son mari et qu'elle photographie. Donc vraiment, elle utilise ses qualités de photographe aussi comme pour archiver en fait toutes les activités de l'école dont son mari est un des théoriciens éminents. Mais en plus de documenter les activités du Bauhaus, elle va également contribuer au texte de Molinaj et à ses manifestes en les rédigeant, soit en les relisant, voire en assurant l'assise théorique et intellectuelle de ces manifestes. Mais en 1925, lorsqu'est publié Photographie Malleray, Photographie Film, qui est un des grands ouvrages qui théorise la nouvelle vision en actant la séparation de la photographie et de la peinture, il n'y a qu'un nom qui apparaît sur la couverture, c'est celui de Laszlo Molinaj.
Donc, en fait, la contribution de Lucia Moholy a été énormément minorée de son vivant, ce dont elle avait complètement conscience et ce qu'elle a regretté d'ailleurs une fois s'être séparée de son mari. Et donc en 1929, quand elle se sépare de Laszlo Molinaj, elle va elle-même en fait rédiger des ouvrages extrêmement importants sur la photographie pour une façon de démontrer sa contribution au texte du Bauhaus et de Laszlo Molinaj. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, bon, alors qui n'est pas évident là maintenant tout de suite, mais c'est la photographie de nu. Alors ici, derrière moi, on a une photographie de Denise Bellon. Denise Bellon, c'est une photographe qui, elle, a longtemps gravité autour des mouvements surréalistes. Alors sa pratique photographique n'est pas à proprement parler surréaliste, mais elle documente également énormément les expositions de l'époque, également les principaux protagonistes, comme André Breton, ici à l'Exposition internationale du surréalisme en 1947, et est entrée dans les collections. Ce magnifique tirage de Sylvia Bataille, photographié par Denise Bellon. Donc Sylvia Bataille, à l'époque, c'est une amie très chère de Denise, qu'elle photographie ici sur la neige, et ce n'est pas un hasard parce qu'en fait la photographie de nu, c'est un des grands tropismes de la nouvelle vision. C'est-à-dire qu'on est dans une époque hygiéniste où en fait la fascination pour les corps est renouvelée, notamment les corps sportifs, les corps en bonne santé. Donc c'est un motif en fait formel qui va être énormément exploité par les contemporains et les contemporaines de cette photographie moderne. Et ici c'est intéressant parce qu'il y a un lien en fait qui lie ces deux femmes, qui est un lien de complicité et d'amitié. Et en même temps, cette photographie de nu, elle est représentative en fait, des codes qui se mettent en place à cette époque, notamment par donc ce cadrage qui est en plongée sur le corps de Sylvia Bataille, qui se dissimule les yeux, et en même temps ce jeu entre la neige et la texture de la chair. Et alors, si cette photographie elle a été prise dans un cadre que l'on peut... en tout cas de complicité entre le sujet de la photographie et la photographe, on a un autre exemple avec Dora Maar. Dora Maar qui, elle, est pleinement impliquée dans le mouvement surréaliste. Elle en signe les manifestes. Elle a une photographie, elle, qui est très... qui valorise énormément le photomontage, qui a vraiment cette esthétique onirique et surréaliste. Et Dora Maar, en fait, elle a longtemps été considérée par le biais de Pablo Picasso, avec qui elle a une relation tumultueuse, mais c'est un euphémisme. Et en fait, c'est intéressant parce que depuis la rétrospective qui a eu lieu à Pompidou en 2019, c'est vraiment un travail qui a été redécouvert. Et c'est là où on voit en fait le rôle de l'institution aussi dans la valorisation de ces tirages. J'en perds mes feuilles. Et Dora Maar, elle a également énormément photographié le nu. Hop. Donc ici, on a une photographie qui est plus prise en studio. Donc le modèle, on ne connaît pas la femme qui est représentée, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on imagine que cette photographie, elle a été prise dans un cadre, qu'elle a sûrement été prise pour être publiée ensuite dans des revues érotiques, des revues de charme. Parce que les revues de charme, à cette époque, c'est un très grand vivier. C'est un débouché économique pour la plupart des photographes modernes. Et Dora Maar également participe à cette économie. Et donc, en fait, c'est une façon de lier de trouver des débouchés professionnels à une recherche formelle sur le corps. Et un autre exemple, c'est la modèle que l'on a vue auparavant, on ne connaît pas son prénom, mais par contre, celle-ci, on la connaît, c'est Germaine, donc, que Dora Maar a photographié à plusieurs reprises, et c'est intéressant parce qu'on quitte la photographie de studio ici pour arriver dans un intérieur, donc il y a toute cette mise en scène très intimiste, voire voyeuriste, mais où Germaine, en fait, sans cesse regarde l'objectif. Et je trouve que c'est assez révélateur du travail que Dora Maar a effectué avec de nombreux modèles. Et ici, en fait, cette mise en scène où une partie de son corsage est défait pour laisser entrevoir sa poitrine, elle rappelle aussi une autre série de photographies où Germaine est photographiée en train de se peigner. Donc ça, c'est une photographie qui appartient à la collection du Centre Georges Pompidou.
Et c'est assez intéressant puisque on parle beaucoup de female gaze. Et en fait, on se rend compte par le biais de la photographie érotique que finalement, que la nouvelle vision, c'est assez unisexe dans la mesure où on va aussi reconduire des codes très objectivants en fait sur les femmes. Donc après, à postuler sur certaines séries, on se demande s'il y a du désir féminin. Je pense que c'est aussi une autre lecture dont on pourra parler après. Mais en tout cas, pour ce qui est de la photographie érotique, ça, c'est des codes qui sont partagés autant par les femmes que par les hommes. Mais intéressant de noter que Laure Albin-Guillot, elle, pour le coup, a énormément photographié le nu masculin. Et dans son évolution formelle de son travail, c'est une des rares photographes à avoir abordé le nu masculin hors du cadre sportif ou allégorique, comme on peut le voir ici. Donc finalement, est-ce qu'il y a une différenciation genrée dans la production de toutes ces femmes photographes par rapport à leurs homologues masculins? De toute évidence, non. Il est très difficile de voir des différences dans l'application des codes de la modernité, mais il y a néanmoins un sujet dans lequel il est assez intéressant de se poser la question de la différenciation genrée, qui est celui de l'autoportrait. Parce que donc si les codes de la nouvelle vision, on ne note pas d'influence du genre sur la production artistique ou culturelle des actrices de l'avant-garde, l'autoportrait, c'est vraiment un genre qui va explorer la question de la différence sexuelle. Donc l'exploration photographique de l'identité féminine en tant que créatrice. Alors j'aime bien cette photographie de Germaine Krull parce que je la trouve, elle amène à une double lecture en fait, qui est en tant que créatrice, la mise en évidence de l'appareil, de l'objectif, qui est dans ses mains, et en même temps, c'est par le même appareil qu'elle se dissimule. Donc en fait, il y a cette... oui, en fait, c'est à la fois revendiquer un statut de femme photographe et en même temps se dissimuler derrière l'objectif sans le revendiquer. Donc c'est à l'image en fait de toute sa carrière. Et ce que j'aimerais noter pour finir, c'est que, alors, ça, c'est ce tropisme de l'autoportrait dans les années 30, c'est aussi c'est pratiqué énormément par les hommes également, mais comme le dirait Abigail Solomon-Godeau, ici superpositionner l'œil de l'objectif et son moi subjectif, ça n'a pas la même signification selon que l'on est un homme ou une femme, et donc ici il s'agit d'un geste qui, à défaut d'être militant, est extrêmement révélateur du positionnement de ces femmes sur la scène photographique. Et étonnamment, si elles se sont énormément investies pour faire reconnaître leur travail par rapport à leurs homologues masculins, il est étonnant de remarquer qu'elles n'ont pas été affiliées à des mouvements militants féministes à la même époque, en Allemagne, en Pays-Bas ou en France. Elles n'ont pas pris part à des luttes collectives pour la libération féminine, mais tout en étant très politisées par ailleurs. Donc, en fait, la photographie a été le lieu de leur expression pour la plupart de revendications. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense être dans les temps. Oui, merci beaucoup Lilia pour cette intervention. Je trouve ça vraiment passionnant comment est-ce qu'on arrive à dérouler, toujours à partir de la collection d'Eugénie Dubreuil, vraiment des détails passionnants sur les trajectoires individuelles de ces artistes qui en fait nous permettent aussi de dire des choses sur le contexte beaucoup plus général de leur pratique artistique, du contexte social et vraiment dans lequel elles s'inscrivaient. Donc merci beaucoup pour cette intervention. Et on va enchaîner avec celle d'Anna. Qui portera sur une période un peu plus récente de l'histoire de la photographie, donc les années 70, oui, c'est ça, et qui donc sera l'occasion de faire un petit peu le même travail en fait d'exploration de leur trajectoire individuelle et du contexte socio-artistique dans lequel elles s'inscrivent. Je vais mettre le PowerPoint et je te laisse la parole.
c'est pas mon fort le PowerPoint. Tiens, tac. Ça doit être bon. Bon, merci beaucoup Anouk et merci aussi Lila parce que c'était passionnant et je pense qu'il y a vraiment, enfin on va le voir, on va en rediscuter, mais il y a de vrais liens, des continuités, mais aussi, on m'entend ? Oui, des continuités, des discontinuités aussi entre nos deux périodes. À mon tour aussi de remercier bien sûr le musée Sainte-Croix, le Phare et plus particulièrement aussi Anouk Chambard, donc, qui est quand même une collègue doctorante. C'est très agréable et effectivement je trouve que le mot de rencontre illustre bien ce qui est en train de se passer ces 2 derniers jours. Alors, l'objet de ma communication, c'est donc, je vais essayer de replacer cette photographie, entrer dans les collections, dans une perspective plus large qui est celle de la production d'Erika Lennart. Alors, je dois dire tout d'abord que cette photographie m'a vachement interrogée parce que ce n'est pas la photographie, le type de photographie dont j'avais l'habitude en analysant les travaux d'Erika Lennart. Mais en creusant, en travaillant cette communication, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a cette idée de femmes artistes en réseau, c'est-à-dire qu'il y a une véritable mise en abîme entre Marguerite Duras, qui est la réalisatrice du film India Song, dont est issue cette photographie, bien sûr le lien avec Delphine Seyrig, qui figure sur cette photographie, et Erika Lennart. Petit préambule également sur le titre. Je me suis, en travaillant, après avoir envoyé le titre, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis ce titre ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de réappropriation ? Est-ce qu'on peut parler réellement du canon ? Donc voilà, discutons-en juste après. Ce que je voudrais en fait mettre en avant, c'est vraiment dans ce cadre des années 70, cette volonté, cette interrogation en fait de la représentation des féminités, c'est-à-dire bien sûr dans ce cadre spécifique des années 70 et de l'émergence des luttes féministes. Aussi, autre chose, je tiens à le faire remarquer, c'est que cette Erika Lennart va connaître une actualité cet été. Je l'annonce un peu en amont, désolé, les rencontres d'Arles. Il y aura une exposition cet été sur la série que je vais vous présenter, Les femmes, les sœurs, dont le commissariat sera porté notamment par Clara Bouvresse, que je remercie également parce que dans le cadre de cette communication, j'ai pu échanger avec elle et elle m'a même donné quelques éléments complémentaires. Alors tout d'abord, Erika Lennart, qui est-elle ? Donc elle est américaine, elle naît en 1950 à New York, elle va être élevée à Berkeley, elle va étudier au San Francisco Art Institute et donc elle va baigner dans ce milieu très progressiste. Son père est professeur à l'université et on est dans la jonction années 60-70, elle est proche du mouvement hippie. La photographie, il faut le dire, est déjà établie aux États-Unis comme un art à part entière. Elle a ses musées, elle a ses galeries d'art, elle a aussi ses formations universitaires, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. En 1973, elle va publier chez Lustrum Press, donc qui est la maison d'édition de Ralph Gibson, qui est la grande figure de la photographie contemporaine de cette époque, cet ouvrage très, très spécial et magnifique qui s'appelle Sunday, qu'elle va faire en collaboration avec sa sœur Elisabeth, qui est en fait un livre pour enfants avec non pas des dessins, mais avec des photos. C'est vraiment un objet assez intriguant qui n'entre pas dans les clous du milieu photo américain, qui est déjà bien codifié. Mais à ce même moment, en fait, elle va partir en Europe, où elle va aussi présenter cet objet assez hybride. Elle va partir en France, notamment, grâce à une bourse du National Endowment of the Arts, pour un projet qu'elle va vouloir mener sur les femmes. C'est-à-dire que la France, il faut le savoir, dans les années 70, n'est pas du tout dans la même situation que les États-Unis vis-à-vis de la photographie. On est vraiment dans une période d'effervescence où la France va voir émerger de nouvelles initiatives en faveur de la légitimation de la photographie en tant qu'art. Pour juste vous donner une idée,
La photographie entre au Musée national d'art moderne en tant qu'auteur, enfin en tant que production artistique et non plus seulement en tant que documentation, à l'ouverture du Centre Pompidou en 77. Les années 70 aussi vont s'initier avec, par exemple, la création des rencontres d'Arles, des rencontres d'Arles, oui, en 1970, dirigées par Lucien Clergue, où Elisabeth Lénard va aussi exposer en 1974, donc juste après son arrivée en France. Et c'est en France, donc face à ces objets un peu spéciaux pour le public américain, qu'Elisabeth Lénard va vraiment connaître une première reconnaissance. C'est notamment par ce projet, Les femmes, les sœurs, qui va la lancer en 1976, avec une exposition à la galerie Agathe-Gaillard. C'est une galerie pionnière, une des premières galeries qui va s'ouvrir en faveur de la photographie en France, mais aussi qui va suivre en fait une publication aux éditions des femmes, édition créée par Antoinette Fouque, fondatrice du MLF, et qui va vraiment ce mouvement va vraiment donner une place privilégiée dans son combat féministe, une place au médium photographique. Et là, je vous renvoie aussi à un article, si ça vous intéresse, l'article d'Angèle Ferrer et Vera Léon, qui analyse vraiment dans la revue des femmes du MLF la place de la photographie et va défendre pour Vera Léon et Angèle Ferrer, défendent un véritable féminisme visuel. En tout cas, il faut aussi noter que pour ce qui est des éditions des femmes, l'ouvrage d'Erika Lénard, c'est la première publication d'art. En tout cas, bien sûr, et là, voilà, je ne vous apprends rien, hein, le contexte spécifique des années 70, c'est vraiment celui de l'émergence de cette deuxième vague du féminisme, du mouvement de libération des mœurs, de la contre-culture, où la question de la représentation des femmes, bien sûr, va devenir un enjeu clé de ces évolutions sociales. Alors là, il y a une forme de lien, non-lien avec ce que tu présentais, Lila, parce que même s'il y avait un peu cette forme de New Woman, une sorte de volonté émancipatrice par la photographie, j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a un retour en arrière, malgré cette libération des mœurs. Il y a tout aussi, maintenant on discute de cette remise en question, qu'est-ce qu'a été vraiment cette libération des mœurs. Mais voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble l'ambiance dans le niveau photographique, quel rapport entre femmes et photographie. Bien sûr, la femme se retrouve plus généralement en face, devant l'objectif, que plutôt derrière l'objectif. On la représente généralement nue. C'est extrêmement vendeur, toujours. C'est cette tension soi-disant érotique et en même temps une façon de mieux vendre, hein, je veux dire présenter du nom. Là, je vous montre 3 couvertures de photos de magazines amateurs. Hein. On voit bien que c'est très accueillant pour une femme photographe à cette époque-là. Je vous montre aussi des publications qui font vraiment date, qui circulent énormément à l'époque. Par exemple, les séries de Lucien Clergue, fondateur des Rencontres d'Arles, Nu de la mer ou Nu de la vague, bien sûr, ou cette série de Ralph Gibson, qui est publiée, la série Days at Sea, où il représente symboliquement Leda. Hein, donc, on voit bien ici cette idée du male gaze théorisée par Laura Mulvey, dont je vais reparler tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'on peut souligner par ces couvertures, mais aussi ces photographies qui circulent énormément, c'est vraiment ces images un peu quand même figées, à nouveau, de la femme constamment érotisée, anonymisée. Hein. Là, il y a un article de Jean Deyas qui analyse les photographies de Lucien Clerc qui parle des femmes coupées de Lucien, les femmes aux têtes coupées, pardon. Et donc voilà, cette idée d'une fétichisation des corps constante sans identifier ces femmes. En tout cas, j'en reviens à Erika Lénard, c'est que ce projet apparaît comme une forme de renversement de ce regard masculin, donc bien sûr dominant, et donc c'est là où j'utilise le mot réapproprier, pour se réapproprier, interroger ou mettre en perspective là les représentations si figées du féminin. Dans la présentation de l'exposition, Agathe Gaillard va justement souligner cette vision nouvelle des femmes qui est présentée. Et bien sûr, Erika Lénard n'est pas la seule à le faire dans ces années-là, mais là, je veux vraiment juste vous montrer comment elle va s'emparer de cette diversité de représentations.
vous allez voir, je vais m'appuyer notamment sur la publication aux éditions des femmes pour vous dire en 2 mots, présenter cette série, c'est que les photos sont prises entre 1970 et 1976. Erika Lennart va notamment photographier ses amis et surtout sa sœur, les femmes, les sœurs. Et sa sœur aussi, et il faut le noter, Elisabeth, surnommée Lizzie, va signer la plupart des poèmes qui vont accompagner ces images. Alors, comment va-t-elle représenter ces femmes, ces sœurs? Alors, il y a différents moyens. Alors, sont-elles nues? On peut les retrouver nues, ou bien habillées, mises en scène, prises sur le vif, photographiées. Et désolée pour la mauvaise reproduction, j'ai fait les photos à la BNF de l'édition, donc, mais je pense que bon, on peut tout de même les deviner. Voilà. Mise en scène, prises sur le vif, donc. Est-ce qu'elles sont photographiées? Elles sont aussi photographiées de biais ou de manière plus frontale? Est-ce qu'elles sont photographiées en plan large ou en plan rapproché, à l'horizontale ou en vertical? C'est-à-dire qu'il y a une diversité de façons de représenter ses amis, ses sœurs, sa sœur, qui me semble en fait aussi souligner le fait qu'il n'y a pas de processus établi pour symboliser, représenter en fait ses proches. En fait, dans ce renversement, si je puis dire, de la vision masculine, on peut aussi souligner un jeu de regard qui se crée tout le long de cette publication. Certaines femmes vont regarder la caméra, et ce, parfois nues. Alors, est-ce qu'on peut le lire comme une forme de provocation, une forme de confrontation à ce regard finalement attendu, hein, ou aussi, au contraire, on va retrouver des photographies où les femmes, ici Elisabeth, sa sœur, sont représentées les yeux fermés, photographiées les yeux fermés. Alors là, comment est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce que c'est une forme de mise à mal du face-à-face photographique? Est-ce que, et désolé pour le mauvais jeu de mots, mais est-ce qu'il y a une forme de refus de se faire voir, bien sûr, d'aller se faire voir? On peut ici se poser ces questions dans cet ensemble de dispositions là, comme je viens de l'évoquer. Dans cette mise à mal du voir, ici, par ce refus de regarder la caméra, on va retrouver aussi dans cette publication un travail aussi sur la transparence, c'est-à-dire l'ensemble de voiles, les distances qui a pu aussi être mises entre ces femmes ici nues, ces jeunes femmes nues, mais aussi Erika Lennart. Avec aussi, on peut retrouver un travail sur le contraste, mais aussi donc par extension sur la fragmentation, qui en fait mettent à mal autrement ou proposent d'autres visions, à mon sens, de cette représentation figée, claire, établie de ces femmes, ces sœurs. Alors là, vous me direz, d'accord, elle photographie ses amis, d'accord, elle photographie sa sœur. Est-ce que ce serait pas cette édition, cette publication ressemblerait pas à une forme d'album de famille lié à la pratique amateur? Mais moi, je vous dirais que dans le cadre des années 70, en fait, cette saveur familière porte une toute autre consonance. C'est-à-dire que dans ce cadre des années 70, c'est mon sujet de thèse, en fait, on va voir émerger toute une génération de jeunes, nouveaux photographes qui vont essayer de s'émanciper de la photographie sensationnelle, du sensationnalisme du reportage qui fait alors date, pour essayer de s'emparer de la photographie dans un cadre beaucoup plus intimiste qui va s'intéresser bien sûr au quotidien, à l'aléatoire, au banal aussi. Et donc, dans cette reconsidération du banal, du quotidien et bien sûr de l'intime, les photographies d'Erika Lennart aussi trouvent une autre forme de saveur. Et parenthèse, et c'est une sorte de lien que j'ai fait hier, mais un des théoriciens qui mène le plus en fait ma réflexion n'est autre que Bernard Lamarche Vadel, qui, dans les années 80, a fait ici, au musée Sainte-Croix de Poitiers, une exposition sur sa collection de photographies, dont Arnaud Claes, contour aussi, avait signé la préface. Je vous conseille d'aller regarder les écrits aussi de Bernard Lamarche Vadel, notamment Ligne de mire, c'est magnifique.
Bon, en tout cas, dans ce contexte-là des années 70, où on va revaloriser cette part intime, mais aussi le grain dans l'image, tout aussi, mais aussi le flou de l'image, on voit que cette idée du flou se retrouve effectivement chez Erika Lennart, et je ne sais pas si vous arrivez à bien voir sur cette image, mais les contours ne sont pas tout à fait définis. Ce n'est pas pour moi seulement un effet de style, il faut à mon sens vraiment l'inscrire dans ce moment spécifique des années 70 qui, pour par exemple l'historien Pierre Michel, évoque les années 70 comme les années de doute, ou pour citer Pascal Horry, autre historien, les années 70 sont celles d'un entre-deux-mais, donc vraiment dans cette idée du doute, mais aussi de l'entre-deux, il y a une forme d'interrogation aussi de ce que c'est que le réel, mais par extension de la valeur même de la photographie dans sa possibilité à représenter la réalité. Donc dans cette indécision de la représentation, Elisabeth Lennart va déclarer, ça fait sens, va déclarer dans son journal intime, et ça je remercie Clara Bouvresse pour cette donnée, elle va écrire « Les femmes », donc l'ouvrage, doit être une déclaration complète sur moi, sur les femmes. Pour moi, cette mise à mal de la représentation, le flou utilisé, et par extension, une forme de mise à mal du portrait même, le fait de fixer ses amis. La photographie ici devient une forme de quête autoréflexive, d'accord, une quête où le je singulier va devenir une forme de nous pluriel. L'ouvrage débute justement par un poème d'Erika, donc juste là, juxtaposé à cette photo de mannequin dénudé, et je vous cite rapidement la fin de ce poème. « Sans être à moi pareil, toi, tu es mon reflet en ces images. » La série que je viens de vous présenter peut alors se lire à rebours en y voyant alors des autoportraits. On est bien sûr, Erika est très jeune quand elle sort cet ouvrage, elle a 26 ans, donc la photographie est aussi un moyen d'interroger sa propre féminité, ses propres féminités, ses différentes possibilités d'être femme. Lisons à rebours et retrouvons dans cet ouvrage des femmes, des autoportraits détournés d'Erika. On va la retrouver de dos, on va la retrouver par son ombre, mais aussi par cette fragmentation de son corps, ici une fois anonymisée. Repensons aux photographies de Lucien Clergue, avec seulement son buste où elle se cache le sexe. Je reprends ici les écrits de Daniela Knafo, qui est critique d'art et psychanalyste, qui va voir dans ce travail... et là, ça fait le lien, bien sûr, dans ce travail d'auto-représentation, de self-portraitures, désolé mon accent terrible en anglais, comme un moyen de se réapproprier du regard masculin. Donc, je ne sais pas si vous avez bien suivi jusqu'ici en fait, ce déroulé donc, de cette réappropriation, bien sûr, et de cette découverte des féminités potentielles d'Erika Lennart en s'appuyant sur la représentation de ses amies, de ses sœurs. Alors, il y a un secret que j'ai gardé pour moi jusque-là dans ce feuilletage du livre, c'est que la postface, et en ça fait le lien avec la photographie entrée dans les collections, la postface des femmes, des sœurs, est écrite par Marguerite Duras. Marguerite Duras et Erika Lennart se rencontrent au début des années 70 grâce à Jean Mascolo, le fils de Marguerite Duras. Et les sœurs Lennart vont souvent aller à Trouville, mais aussi à Neuf-le-Château, où Duras a des propriétés. Donc il y a un véritable lien d'amitié qui se crée dès le début des années 70. Marguerite Duras va proposer à Erika Lennart, dans ce rapport d'amitié, de venir sur le tournage d'India Song. Et elle commence donc à photographier de manière familière, automatique, si je puis dire, sans volonté en fait, de faire une photographie de tournage, et c'est en ça que je pense que c'est assez important. Cette ambiance chaleureuse du tournage
comme on peut le voir par ici, Marguerite Duras dirigeant ses acteurs, entourée, etc. En sachant que j'appuie bien le fait que ce n'est pas une photographie de tournage, parce que si on s'appuie sur le générique du film, Erika Lennart n'est pas créditée. Chose quand même assez intéressante. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le film India Song, mais c'est un film assez spécial. Qui travaille vraiment sur la forme hybride, sur la langueur, mais aussi le désir inassouvi. Je vous raconte rapidement le désir inassouvi, notamment donc, de Anne-Marie Streeter, qui est jouée par Delphine Seyrig, qui est une épouse ici de l'ambassadeur de France en Inde et qui, au cours d'une soirée, va se faire déclarer la flamme, comment dire, je formule mal. Enfin, c'est le vice-consul de Lahore vient la voir pour lui déclarer sa flamme et cela fait scandale, en sachant que l'on sait en même temps que Anne-Marie Stettner est déjà morte lorsqu'on raconte ce récit. C'est-à-dire que ce film est aussi spécial parce que la mise en scène est extrêmement statique et surtout qu'il y a une désynchronisation entre le son et l'image. Les lèvres ne portent pas les paroles des personnages. Notons juste aussi que c'est un moment clé pour Delphine Seyrig parce qu'à partir de 1974, donc date du tournage du film, elle décide de ne travailler qu'avec des réalisatrices femmes. Notons aussi que la date de sortie d'India Song en 1975 est la même date de sortie que le film Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Et donc, on peut voir déjà, 75 va cristalliser, 75 aussi qui a été considéré comme année de la femme, hein, je ne sais pas si c'est voilà, qui, en fait, dans ces deux films, Delphine Seyrig va vraiment incarner deux visages potentiels aussi de la femme, entre une femme mythique, celle de India Song, et la femme, si je puis dire, quotidienne dans Jeanne Dielman. En tout cas, oh mince, mon temps est écoulé, je suis désolée, j'avais pas vu. En tout cas, j'avance rapidement. Mais en tout cas, le lien que j'ai pu voir en fait entre ce film et cette série d'Erika Lennart, je me dépêche, je suis désolée, entre Erika Lennart et Marguerite Duras, en fait, va se symboliser dans cette citation de la postface où Marguerite Duras va évoquer je me suis perdue dans mes notes en plus, donc c'est vraiment super. Voilà, en tout cas, va évoquer, il y a un véritable lien, cette idée d'une cage du monde, cette idée d'une tragédie latente qui se joue dans un espace du voyage relatif. En tout cas, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que Marguerite Duras écrit cette postface en pensant à son tournage d'India Song. Et je vous le rappelle, et là, je voulais juste vous montrer, et en fait c'était en ça qu'arrivait ma conclusion, c'est que la photographie entrée dans les collections est un des tirages possibles de cette photographie d'Erika Lennart qui, chez elle, en Californie, se trouve sous une autre forme, et là la boucle est à peu près bouclée, sous la forme plus floutée, une forme plus floutée. Et donc là je me pose la question, en fait, quel est l'usage de cette photographie qui est entrée ici dans les collections, quelle est la différence avec celle qui se trouve chez Erika Lennart. Je vais passer un ensemble de trucs, je suis désolée, j'ai voulu faire toute une forme de réflexion en fait, autour de cette image qui s'inscrit aussi dans un tableau vivant extrêmement long, où on voit bien que Delphine Seyrig est entourée dans une forme de tension érotique de ces autres hommes qui tient entre ses mains des bijoux, n'est-ce pas, et qui, voilà, mon œil d'historienne de l'art voulait un peu forcer le trait en l'incluant en fait dans ces représentations figées plus large d'histoire de l'art, la triade chez Manet ou cette représentation provocante chez Albert Marquet, cette figure, le motif répété de la femme lascive. Nanana. Je continue, je voulais juste aussi ajouter le fait que dans ce film d'India Song,
Et c'est là, en fait, où j'arrivais vraiment à cette forme de cercle de réflexion. On retrouve d'autres photographies, que ces photographies, en fait, sont une autre incarnation de Delphine Seyrig, de Anne-Marie Stettner, qui sont en fait des photographies d'Édouard Bouba, qui donc représentent encore une autre forme de représenter la femme dans ce film de Delphine Seyrig. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que sans cesse, il y a des mises en perspective de comment représenter une même femme, en sachant que, voilà, parenthèse, Marguerite Duras connaît bien Édouard Bouba, elle va même rédiger la préface à son ouvrage en 79. Mais donc, encore une fois, je me répète, cette forme de diversité, de possibilité, de représentation de la femme. Et donc, j'en viens à ma conclusion. Donc, c'est que, à mon sens, en fait, j'ai compris, en analysant, en préparant cette communication, le lien qu'il y avait entre cette photographie d'Erika Lennart entrée dans les collections et son œuvre plus large dans les années 70. C'est vraiment une forme de réflexion sur les différentes possibilités de représenter la femme, les féminités, qui se trouvent à la fois insaisissables, plurielles, démultipliées sans cesse, canonisées, érotisées ou pas, et finalement peut-être familiarisées. Voilà. Merci beaucoup, Anna, pour cette intervention, et pardon de t'avoir pressée à la fin. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite dans la salle, des réactions? Bon, j'apporte, comme à chaque fois, mon petit grain de sel, puisque je suis dédouanée et qu'on m'a prié gentiment de continuer à intervenir. Je me laisse faire. Alors, mon rapport en tant que collectionneuse aux photographies se situe dans la droite ligne de ce que vous avez dit toutes les deux sur la façon de voir la photographie. C'est-à-dire que moi-même, en tant qu'artiste dans les années 70, j'ai utilisé la photographie, pour faire vite, comme moyen de documentation à l'occasion d'expositions où j'exposais des peintures, où je faisais des performances. Donc, j'avais acheté à chaque fois un appareil jetable, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'il y a de plus bas de gamme, qui prouvait que il ne s'agissait pas de faire de la photographie d'art. Hein. Donc, voilà mon rapport à la photographie dans les années 70. Lorsque j'ai commencé ma collection et que j'ai acheté les premières photos, j'étais toujours dans cette vision, parce que on ne parlait pas vraiment, en France en tout cas, dans les années 2000, de photographie d'art, sauf pour quelques hommes, comme par exemple Lucien Clergue, qui était très, très connu, très acheté, très diffusé. Ce qui m'avait, moi, intéressé et qui avait suscité ma venue lors d'une vente aux enchères, c'est exactement comme ce qui s'était passé au sujet de la succession de Guillaume Apollinaire, où j'avais acheté un dessin de Marie Laurencin. Pareil pour Dora Maar. Dora Maar, je la connaissais juste pour l'anecdote suivant laquelle, enfin, qui circulait, et on disait qu'elle avait séduit Picasso en lui faisant un tour de sa façon, c'est-à-dire qu'elle s'envoyait un poignard sur la main posé sur une table, sans se blesser, entre les doigts de la main, et que Picasso avait été tout de suite séduit par cette audace et ce sang-froid. Je ne la connaissais pas plus que ça. Je savais qu'elle avait photographié Guernica.
Et donc, c'est en tant que documentaliste, au fond, que je me suis rendue à la vente aux enchères parce que j'avais moi-même copié Guernica dans mes premières œuvres, première vente, ça m'avait été acheté assez vite. Donc c'est par l'intermédiaire de Picasso, comme pour Marie Laurencin, c'est par l'intermédiaire de Guillaume Apollinaire. Me voilà donc à la vente Dora Maar et je découvre l'ensemble de l'œuvre de Dora Maar. J'ai acheté ce qui était le moins cher comme lot de photographies et quand je les ai découvertes, je n'étais pas particulièrement enthousiasmée. Il m'a fallu quand même assez longtemps pour me faire à l'intérêt de ces photos. Il en manque une qui était alors je ne sais pas, je ne pense pas que c'était un cyanotype, non. Mais en fait, c'était une photo en bleu, tirée en bleu, un portrait de femme et que je trouvais assez pâle, point de vue couleur. Enfin bon, j'étais pas enthousiaste, comme je vous dis. Par contre, j'avais été particulièrement enthousiaste en découvrant Denise Bellon. Alors là, c'est coup de foudre. Et donc j'ai acheté avec beaucoup de plaisir les œuvres de Denise Bellon. Je les recherchais même. Germaine Kroul, c'est pareil, j'ai été très déçue de mon achat. Mais je l'ai fait quand même, alors là, ça va vous amuser, parce que, à cause du tampon qui était au verso des photos que j'ai achetées. Les photos elles-mêmes me disaient rien, mais au dos, il y avait un tampon qui disait avec l'accord de je sais pas, enfin de la censure militaire, enfin je cite de mémoire. Donc elle avait fait des photos pendant la guerre à Londres et il avait fallu qu'elle obtienne ce tampon pour avoir le droit de photographier. J'étais étonnée du résultat parce que je ne voyais pas l'intérêt par rapport à la guerre des œuvres, mais je pense que peut-être elle avait photographié ce qui lui semblait important dans Londres et qui était susceptible d'être détruit du jour au lendemain à cause d'un bombardement. Enfin, c'est possible qu'elle ait voulu fixer ainsi la librairie, la porte d'entrée de l'université, ou je ne sais plus quoi, en fait, un grand collège universitaire, parce que j'avais vu des photos de Germaine Kroul de structures métalliques. Et j'avais vu des photos semblables de Raoul Haussmann, qui avait été réfugié à Limoges et y était resté à l'époque où moi-même j'ai vécu à Limoges. Et donc je connaissais son œuvre et je pense qu'il y avait un lien entre les deux, quoique je ne sais pas du tout s'il existe vraiment. Enfin, merci. Voilà ce que j'ai à dire sur la photo. Pour ce qui est d'Erika Lénart, c'est par le nom de Marguerite Duras que j'ai acheté cette œuvre-là. Mais de toute façon, là encore, dans le début des années 2000, j'avais pas énormément de choix. C'est-à-dire que quand il se présentait à la vente une œuvre photographique de femme, c'était quand même assez rare et, entre guillemets, je sautais dessus. Bon, c'était pas très cher non plus aussi, ça m'intéressait de ce côté-là. Voilà. C'est un peu banal ce que je vous dis là, mais ça reflète tout à fait... C'est très intéressant au contraire. Merci. Ça reflète le contexte dans lequel j'ai constitué cette collection. Hier, je me suis retenue de vous demander, parce que je voulais attendre le suspense pour tout le monde, dans quel cadre, pourquoi vous aviez choisi cette photo aussi. Et c'est intéressant que vous parliez ici du fait que ça soit lié à Marguerite Duras, ah ben oui, oui. et non pas, bien sûr, à Erika Lénart. Et
Ce qui me fait penser aussi dans l'accrochage, c'est intéressant de l'exposition. J'ai vu qu'elle fait partie d'une sorte d'ensemble, bien sûr de photographie plutôt de stars, si je puis dire. Donc c'est aussi intéressant de voir, et donc j'espère que mon intervention aussi un peu a permis de mettre en avant ici la figure de Erika Lennart, au-delà du fait que ça soit seulement Duras ou Delphine Seyrig ici représentée. Et c'est voilà. Oui, le film India Song, les films de Marguerite Duras sont de véritables merveilles. Et je rajoute aussi, je l'avais dit d'abord, je l'ai enlevé, mais il y a eu une exposition sur les films de Marguerite Duras au Centre Pompidou il y a quelques années, et la couverture du catalogue, c'est cette photographie. Ah. Voilà. Bon. Alors, la question du flou dans un deuxième tirage, je pense qu'il se pourrait très bien qu'Erika Lennart ait vendu des photos à tirage normal, entre guillemets, et qu'elle ait refotographié peut-être, enfin je ne sais pas, mais refotographié une photo qu'elle n'avait plus. Est-ce que c'est possible ? Oui, alors elle a dû partir du négatif et tirer une nouvelle fois la photographie. Peut-être que je ne sais pas. Je ne l'ai pas. J'ai échangé avec elle. Elle ne m'a pas. Elle s'est pas exprimée spécifiquement là-dessus. Mais je pense qu'effectivement il y a deux valeurs d'usage. Voilà, de cette photographie qui aussi n'est pas une photographie de tournage, comme je disais. Mais peut-être finalement la donner celle-là qui est beaucoup plus nette pour potentielle diffusion, publicité. J'ai pas retrouvé d'image à l'époque, enfin cette image diffusée, mais je trouve ça assez effectivement symbolique, significatif qu'elle est chez elle, toujours aux États-Unis, ce tirage flou. Voilà. Ah, alors, j'ai appris à cette occasion que la catégorie photo de tournage existait. Voilà, je vous en informe. Bon, merci. Merci beaucoup. Mais je me permets juste de réagir. En fait, je trouve très intéressant ce que vous avez dit sur votre acquisition de ces photographes des années 30. C'est intéressant de remarquer, en tout cas, que pour la plupart, en fait, c'est des personnes qui sont très reconnues de leur temps. Et après, qu'il y a eu justement ce creux de la vague où leur travail a vraiment perdu de la valeur mais qui maintenant sont extrêmement, depuis quelques années en tout cas, sont très prisés par les institutions, ce qui a permis aussi de revaloriser leur travail. Donc typiquement, Dora Maar, j'imagine que ces photos, elles n'avaient pas grande valeur, si ce n'est peut-être la documentation de Guernica, mais qui maintenant, en fait, depuis la rétrospective, ce sont des tirages qui se sont arrachés, plus ou moins, alors que et Germaine Cool, en fait, c'est intéressant de voir à quel point il y a eu ce phénomène de vague qui, je pense, a été celui de la nouvelle vision de façon générale, mais qui s'est particulièrement illustré chez les photographes femmes de photographies qui sont extrêmement diffusées, qui ensuite tombent un peu dans l'oubli et qui sont désormais aussi grâce à la valorisation que fait le Centre Pompidou depuis plusieurs années de la collection Christian Boucret, qui sont maintenant vraiment remis sur le devant de la scène pour l'impact qu'elles ont eu. Et une dernière, parce que je trouve qu'en fait c'était très riche ce que vous venez de dire, je trouve assez intéressant votre rapport à la photographie comme document. Parce que dans les années 30, à vrai dire, ça c'est une question que l'on retrouve énormément dans les écrits, c'est-à-dire est-ce que la photographie c'est un art ? Et si ce n'est pas un art, c'est un document. Enfin, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est ça en fait. L'histoire de la photographie, en fait, c'est vraiment une question que sans cesse posée sur la nature de cet art, de ce document. Et ce qui est intéressant, c'est dans les années 30, ce qui est formulé, c'est que c'est les deux à la fois, et c'est même, justement, et c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est parce que la photographie est un document que c'est un document artistique. Enfin, en fait, cette dualité-là, dans les années 30, en fait, elle est pensée comme un tout. Donc c'est très... merci pour cette intervention. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que il y a aussi énormément de recherches qui paraissent à cette époque-là, autour des années 2000, et j'apprends que Delacroix, qui est un des grands peintres que j'admire, se servait de la photographie, alors que ce n'est pas évident de le voir dans ses œuvres. Ensuite, j'ai Courbet de même.
s'intéresser à la photographie. Il y a des photographies des modèles de Courbet, en particulier dans une pose dans l'atelier de Courbet. Derrière le peintre, il y a une femme nue avec une draperie, et j'ai vu des photographies à cette époque-là de modèles qui posaient debout avec un espèce de drap accroché à l'épaule ou n'importe. Donc j'ai pris conscience de l'utilisation de la photographie, y compris chez des peintres pour lesquels ce n'était pas du tout évident. Et en même temps, la critique de l'époque, au XIXe siècle, se moquait d'un trop grand réalisme. Par exemple, Rodin a été accusé de prendre des empreintes de corps, alors qu'il en avait apparemment pas besoin, me semble-t-il. Voilà. Merci. C'est parce que juste au niveau de la pause, ça va être court, mais c'est passionnant. Et je voulais juste savoir s'il y avait des questions dans la salle, éventuellement sur les diverses interventions que vous avez pu entendre. C'est vrai que là, même toute cette discussion a été, résout en plus pas mal de, remet en perspective pas mal d'éléments. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, voilà, très bien. Moi, ce sera court. C'est parce que sur les présentations que vous aviez faites, l'une comme l'autre, qui étaient passionnantes, le livre est apparu. Alors comme c'est un petit peu ma marotte, je voulais savoir, parce que je sais que j'ai un peu étudié cette question, notamment chez Germaine Kroul, et ce rapport au livre et à l'écriture, en fait, entre photographie et écriture chez ces femmes, puisque que ce soit l'écriture de Marguerite Duras ou que ce soit pour l'album même d'enfants j'ai oublié son nom là. Oui, c'est elle déjà, l'album d'enfants, ou chez Germaine Kroul, donc il y a eu un exemple, au moins un livre où c'est pas seulement un album de photos, mais où elle a illustré un extrait de texte de Gérard de Nerval qui s'appelle Le Valois, et qui est vraiment, où elle fait vraiment œuvre photographique, de sorte de photoreportage de cette région, et en même temps, la photographie est vraiment autonome, mais il y a cette part poétique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est son photoreportage, mais il y a un texte littéraire à côté. Et du coup, sur cette place dans le livre, qui est un autre modèle de diffusion, qui a d'autres clientèles, oui. Si vous avez 2 mots, ça peut m'intéresser. Merci pour cette question parce qu'elle est très intéressante. En effet, c'est vrai que la photographie des années 30, elle a trouvé dans l'édition un vecteur de diffusion sans précédent. Et c'est assez intéressant de voir que justement, alors le texte, il est encore présent, mais peut-être que justement, ce qui se passe dans les années 30, c'est que la photographie, vous l'avez tout à fait dit, elle prend son autonomie. Donc en fait, et même c'est quelque chose qui se démontre très bien dans la photographie de presse. C'est en fait... alors, c'est vrai que les choses ne se posent pas exactement de la même façon, que ce soit dans un livre d'art ou un photoreportage, mais c'est vrai qu'en fait, l'image change de statut en fait, dans la société à cette époque. C'est-à-dire que là, actuellement, on est habitué à ce que l'image soit en quelque part le vecteur principal de l'information. C'est quelque chose qui est très admis de nos jours. Sauf que dans les années 30, c'est à cette période que justement s'effectue cette transition, où en fait le texte vient même être délégué en second plan par rapport à l'image qui a le primat de l'information ou qui a le primat de l'esthétisme. Et c'est intéressant puisqu'en fait les photographies sont plus pensées comme des simples illustrations, mais véritablement comme les sujets des livres. Et donc c'est assez intéressant de voir, de toute façon l'édition à cette époque c'est assez merveilleux. Je vous conseille énormément de lire, notamment Christian Boucra a beaucoup écrit sur ce sujet, et même si vous avez un jour l'occasion d'aller à la bibliothèque Kandinsky, il y a de sublimes ouvrages d'époque qui sont libres à la consultation. Et on voit vraiment la qualité aussi d'impression, parce que cette édition, elle est permise aussi parce que on a de nouveaux appareils, mais on a aussi des nouvelles techniques d'impression qui permettent d'avoir ce genre de tirage et ce genre de livres, d'ouvrages, mais où en fait la photographie est le sujet du livre et le texte accompagne la photographie et non l'inverse.
Et juste pour le prisme années 70, il y a aussi un autre forme de changement de paradigme aussi dans la revalorisation du médium photographique, en tout cas en France, où l'objectif, c'est plus la page du journal, mais bien la publication, si ce n'est l'exposition, hein, bien sûr, dans les institutions. Et là, les photographes que j'analyse ont vraiment une approche littéraire de l'image. Et bien sûr, le montage des photos dans une édition doit faire sens. C'est pas seulement raconter une histoire, mais c'est vraiment en fait créer une forme de narration visuelle, et donc voilà aussi où le texte disparaît même. On n'a même plus de légende, c'est vraiment un regard sur l'image, où la question de l'édition bien sûr est centrale. Mais qui est assez nouveau pour, en tout cas dans les années 70 en France, publié, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Non, mais j'ai vraiment l'impression d'être la police en plus, parce que c'est vraiment moi Pas qui dis du du coup aux intervenantes, il vous reste 5 minutes. Donc non. Mais voilà, maintenant on va faire une petite pause et justement on va pouvoir aussi prolonger tous ces échanges passionnants. Et donc de retour ici à 11h15. Voilà. Merci beaucoup.